Salut, c'est Goutard et bienvenue pour une petite vidéo où je vais parler de Truck and Tank puisque je viens de recevoir ceci. Donc on va découvrir ensemble. Donc le dernier numéro que je vous avais présenté c'était le numéro 81 que voici. Et donc on avait parlé un petit peu de ce qu'il y avait dedans et donc nous allons découvrir ensemble le contenu de ce petit colis. Alors est-ce que c'est un numéro exceptionnel? On va voir ça tout de suite. Bon, c'est parti. Hop là. Je pense que ça doit être un hors-série. Bien qu'on arrive au mois de décembre, mais comme c'est généralement 2 mois, surprise, c'est un numéro spécial. Hors-série, hop là là. Les 20 chars qui ont marqué l'histoire. Voilà. Donc on va changer un petit peu de format et on reprend tout de suite. Voilà, c'est reparti. Donc c'est un hors-série, donc c'est le hors-série numéro 36 et ça va parler des 20 chars qui ont marqué l'histoire. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous donner le nom des chars qui ont marqué l'histoire. Et donc je vais vous le montrer tout de suite. Voilà. Donc vous voyez, il y a des Français. Il y a même pas mal de Français. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Français. C'est déjà pas mal. Vous voyez pas de Japonais, vous voyez pas d'Italien, vous voyez de l'Américain, des nazis, on va dire, puisque là on va dire que de l'autre côté là c'est plutôt des drapeaux nazis, donc on va dire allemand, anglais et russe. Donc voilà, les nations qui, comme je le dis depuis le début, ont vraiment marqué l'histoire des blindés. Donc pas les Italiens, pas les Suédois, pas les Japonais. Donc les premiers chars qui ont marqué l'histoire, on va faire juste un petit rappel. Voilà, premier, ils sont gentils, hein, ils marquent les marques anglo-saxons. Alors que pour moi, c'est pas le premier char, puisque le premier, pour moi, le char, clairement, c'est le FT, puisque le FT est, on va dire que la définition d'un char telle qu'elle est acceptée actuellement, c'est quand même un véhicule chenillé, avec des chenilles, donc avec une tourelle qui tourne sur 360 degrés, et dans la dite tourelle, vous trouvez un armement. Au début, des mitrailleuses, et puis progressivement des canons, et puis voilà, de plus en plus puissant. Donc le deuxième, bien évidemment, le char FT, qui on peut dire est le père des chars des blindés modernes, puisque il a quand même été exporté et on va dire en Italie, il a été exporté au Japon, il a été même en Allemagne, aux États-Unis, en Russie, donc tous les pays ont quand même eu ça. Ensuite, vous avez le FM2C. Bon, on va arrêter un petit peu rapidement après. Donc le FM2C, je pense que c'est pour les chars forteresses, voilà, parce que c'était vraiment un mammouth. Voilà, quand il a porté, je vous le lis là, je découvre en même temps que vous. Donc d'un point de vue opérationnel, le bilan est au mieux négligeable. Voilà, donc effectivement, puisqu'on s'est aperçu rapidement que c'est bien d'avoir des chars super lourds, sauf que ce que je dis là aussi souvent, et ce que oublient beaucoup de gens qui disent des chars qui pèsent 90 tonnes, c'est super parce que c'est indestructible. Non, c'est surtout que des chars comme ça passe pas sur un pont. Voilà, donc d'un point de vue tactique et même stratégique, c'est des chars qui sont incapables de déplacer d'un point A à un point B, et par leurs propres moyens, c'est tellement pas rapide que ça n'a aucun impact, ils arrivent après la bataille, et donc ils n'ont aucun impact. Donc clairement, des mastodontes, c'est bien, c'est joli, ça fait cool, ça fait, voilà. Ce qu'aurait fait le MOS, ça aurait fait bien, c'est effectivement, il aurait été indestructible ou très difficilement destructible, mais ça aurait été un aimant à bombe pour les avions. Mais c'est surtout qu'il était incapable de passer sur un pont, et donc ça veut dire que le combat se déroulait de l'autre côté, il serait passé à côté, puis voilà, il n'aurait rien arrêté. Voilà, c'est triste à dire, mais les chars trop lourds, ça sert à rien. Voilà. Donc ensuite, les chars amphibies soviétiques, on va passer. Donc les fameuses petites chiottes qu'on a en jeu,
donc le fameux T40, je sais pas les chars Christie, donc c'est surtout, quand on parle de chars Christie, c'est les suspensions, les fameuses suspensions Christie, le B1 bis, avec voilà, ce modèle, hop là, le T34, qui lui, à mes yeux, est un char vraiment révolutionnaire et on va dire le premier véritable MBT alliant bon blindage, bonne mobilité, bon armement. Voilà, c'est le premier. Ensuite, le M4 Sherman. Pourquoi? Pas parce qu'il a une bonne mobilité, lui il est très moyen partout, on va dire, mais surtout parce que c'est le premier char système. C'est-à-dire que c'est un char qui a été pensé de manière industrielle et qui a été produit de manière massive. Et c'est ce qui a permis aux Alliés de gagner la guerre parce qu'ils avaient une production de blindés massive. Alors que les Allemands, finalement, on était au stade de l'artisanat, avec des machines compliquées à fabriquer, compliquées à maîtriser. Et ça s'est vu au bout du compte, hein, la production de panthères ou de tigres à côté des chars M4 Sherman, c'est ridiculement bas. Voilà. Donc ensuite, vous avez le tigre et le panthère. Donc voilà, quand même. On les cite quand même en exemple. Hein. Voilà, le panthère. Ensuite, les centurions. Le centurion, on va dire que c'est le premier char occidental, le premier MBT occidental. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, je vais vous lire l'intro là. Depuis le début des hostilités, c'est vrai, comme toujours, je critique un peu les Britanniques, et là je vais vous montrer que j'aime bien quand même les Britanniques. Les Britanniques se retrouvent alors confrontés à un choix cornélien. Donc, alors, on va commencer depuis le début parce que là on ne comprend pas. Depuis le début des hostilités avec le Troisième Reich, les chars du Royal Armoured Corps, RAC ou Corps Royal Blindé, sont régulièrement surclassés par les Panzers. Bon, les Britanniques, hein, ils prennent le thé, pas... Quand vous savez que chez eux, il y a une théière, il y a un réchaud à thé pour le thé dans les chars, on voit que où sont leurs priorités. La mise en service du Tigre 1 puis du Panthère aggrave encore le fossé de technologie existant entre les deux belligérants. Les Britanniques se retrouvent alors confrontés à un choix cornélien. Mettre au point des plateformes plus puissantes ou se focaliser sur l'amélioration des modèles existants pour favoriser une production de masse. Devant l'urgence de la situation, Londres privilégie dans un premier temps la quantité. En effet, le débarquement prévu pour l'année 44 se profile à l'horizon et les Armored Division ont besoin de matériel. Le cruiser tank Cromwell puis le cruiser tank Comet peuvent être livrés en masse, mais cette lignée arrive au bout de son développement. Pour remettre à niveau ces divisions mécanisées, Londres lance donc le projet de cruiser lourd au milieu de l'année 43. Donc on n'imagine pas, mais c'est vrai que finalement les Centurions sont des chars qui sont assez anciens de conception. Donc ces projets vont aboutir bien sûr aux Centurions et aux différentes lignées. Ensuite, on arrive sur du plus classique, T54, T55, on va dire le fer de lance des pays de l'Est pendant de nombreuses années et qui sont encore aujourd'hui utilisés dans certaines régions d'Afrique qui ont toujours des T54 et des T55 utilisés, hein, voire même, il y a même des T34, hein, c'est pour vous dire que c'est des trucs qui sont véritablement increvables. Je pense pas que des chars modernes arriveront à ces résultats, hein, franchement. Ensuite, la MX-13, voilà, on va dire. Donc, à peine une partie du territoire national libéré de l'occupation allemande que les militaires français cherchent à définir leurs futurs besoins. Plusieurs programmes sont alors imaginés, chars légers, moyens, lourds, canons automoteurs. Néanmoins, il faut attendre l'année 1946 pour que les études commencent réellement. Donc 46, c'est la fin de la guerre. Hein. C'est normal. Je veux dire que l'outil industriel étant détruit ou aux mains de l'ennemi encore parce que le territoire est occupé, c'est difficile de mettre en branle un nouveau programme alors qu'on n'a rien pour les produire. Donc il n'y a rien de choquant de dire que les programmes reprennent vraiment à la fin de la guerre, c'est-à-dire en 1946, et que, on va dire, l'unité française est totalement retrouvée, et que dans un premier temps, il faudra surtout reconstruire les énormes dégâts, et je pense que c'est vrai que les priorités étaient déjà de reconstruire de l'habitation pour les gens qui étaient à la rue, parce que suite au bombardement, il faut savoir, en Normandie, il y avait des villes qui étaient complètement rasées. Je pense que les gens, ils n'auraient pas compris qu'on fabrique des chars plutôt que des maisons pour loger les habitants.
et donc il y a des priorités, et c'est bien compréhensible. Donc, pour que les études commencent réellement, une tâche difficile dans un pays en pleine reconstruction et dont les industries de guerre n'affichent plus que des capacités réduites au minimum. Logique. Et puis, comme je vous dis, euh, quand on a une priorité, hein, c'est comme en économie, il faut affecter des moyens. Bah, les moyens, ils sont affectés à la reconstruction civile, industrielle civile, histoire de pouvoir reconstruire le pays et l'industrie militaire. Dans un premier temps, ben, on bénéficie de ce qui reste du matériel américain, à savoir des Sherman, des chars comme ça, ce qui va constituer en 1946 l'ossature de l'armée française blindée. Voilà. Donc, mais que les ingénieurs français sauront mener à son terme. Par ailleurs, le développement de l'AMX-13 s'inscrit dans la remise à niveau de la France en devenant un acte politique fort. Voilà, ça aussi c'est important. Je veux dire que pour revenir non pas dans la course à l'armement, mais pour remontrer que la France était toujours un acteur dans le monde des blindés, l'AMX-13 était un signe politique. Acquérir une certaine indépendance vis-à-vis de l'allié américain. Voilà, ce côté aussi de retrouver son indépendance et ne pas être totalement dépendant du matériel américain qui, comme je vous le dis, constituait la totalité, on va dire, de l'équipement français dans ces années-là. Hein, on n'allait pas garder des Somua qui dataient de 1940 et puis avec des tourelles qui étaient un peu dépassées, et puis même l'armement passe à des Panthères ou à des T-34, c'était just ridiculous. Hein, voilà. Donc des très belles photos, comme d'habitude, vraiment un peu, on va dire, voilà, hop, hop, hop. On va dire des photos qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein, qui doivent venir d'archives. Ensuite, le Léopard 1, parce que quand même, c'est devenu le cheval de bataille de l'OTAN. Hein, voilà. Il y a beaucoup de pays. L'AMX-30, il y a quand même quelques pays qui l'ont pris. La Grèce, l'Espagne, Chypre, il y a l'Arabie Saoudite, la France, bien évidemment. Voilà, donc la MX-30. Voilà. Le T-72. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de... Le M1 Abrams. Alors là, je serais... Enfin, en ce qui me concerne, je serais un peu plus dubitatif parce que l'Abrams, si on retire le blindage britannique, le canon britannique pour le M1 et puis le canon allemand pour le M1A1 et le M1A2, qu'est-ce qu'il y a d'américain dedans? Le moteur. Et franchement, à mes yeux, ce moteur, c'est pas une réussite. C'est pas une réussite. Alors, qu'a-t-il apporté? Bon, on va voir un petit peu. Grâce au M1 Abrams, les États-Unis alignent enfin, alors là, c'est ça qui est intéressant, c'est enfin un MBT capable de s'opposer aux blindés soviétiques. En gros, le seul apport de ce char, c'est qu'enfin les Américains ont un char digne de ce nom. Parce que, comme je vous le dis toujours, le M46, le M47, le M48, qui va ensuite évoluer en M60, ce sont de superbes bouses qui ressemblent à des... C'est comme si vous aviez un pavillon qui se déplaçait. C'est vraiment des chars énormes, à côté des chars soviétiques qui sont tout rikiki, tout écrasés. C'est vraiment quelque chose qui... c'est un éléphant dans un couloir, quoi. Pour les rater, c'est vraiment difficile. Même pour des canons russes qui sont très imprécis. Là, ils ont des trucs vraiment très très larges. Et c'est vrai que c'est de la merde, hein. Clairement, pour moi, les chars américains après la guerre, et même pendant la guerre, c'était vraiment pas le top moumoute, hein, clairement. Le seule chose qu'ils avaient, c'était effectivement la capacité, et cette capacité organisationnelle qui fait que ces chars étaient produits en très grande quantité. Voilà. Mais les Russes faisaient la même chose, mais avec pas un même système, mais c'était le système, voilà, des usines. Donc, après la longue lignée des Patton, qui pour faire simple ne sont que des versions améliorées du M26, voilà ce que je dis, le Patton c'est que un M26, une ressucée de M26 qui, bon, n'était pas, ça quand même, ça datait un petit peu au niveau de la conception, et surtout ils avaient des canons qui étaient pas top, inférieurs, et puis les munitions, c'était des munitions, ça ressemblait un peu aux boulets français que vous aviez au début de la guerre, pour percer les blindages soviétiques qui étaient très sphériques, comme le T-54 ou le T-55, c'était un peu finger in the hole, hein, mais pas le bon trou, quoi.
Voilà, donc, voilà. Donc, voilà. Prouvant au passage que l'industrie militaire américaine est aussi capable de produire des MBT modernes et performants. Bien que de facture classique, absence de chargeur automatique, en outre de ses qualités intrinsèques et du fait de sa puissance politique, le M1 Abrams est un succès à l'exportation, pop, pop, voilà. Donc la seule chose que je dirais, bon, en gros, la seule avancée que ça apporte l'Abrams, c'est que les États-Unis ont un char digne de ce nom. Mais pour moi, c'est pas une avancée, hein. C'est simplement qu'ils ont un char qui est capable de faire quelque chose. Mais bon, les éléments principaux, le blindage et l'armement, comme je vous dis, il est étranger. Donc bon, bah ça apporte pas grand-chose au monde des blindés. Donc pour moi, c'est nul et non avenu. Ensuite, on parle du Merkava. Et c'est vrai que les Merkava, on va dire, c'est vraiment une révolution parce qu'en fait, les Israéliens ont vraiment fait des chars pour un type de combat, c'est-à-dire un type de combat où ils seront toujours en infériorité numérique. Donc Israël est entouré d'ennemis, des pays arabes, la Syrie, l'Égypte, enfin je parle des pays qui l'ont attaqué. Il y avait la Jordanie aussi, donc voilà, tous ces pays-là bah, ne veulent pas que du bien. À l'époque, il y avait aussi, je parle des années 60, hein, puisqu'aujourd'hui, visiblement, on en est plus à remettre des relations diplomatiques, donc ça, on parle du passé, bien évidemment. Et donc, les Israéliens ont fait un char pour se battre en infériorité numérique. Donc, les particularités de ce char, c'est que c'est à la fois un char qui est extrêmement blindé, hein, il n'y a qu'à voir les Merkava, et les derniers, là, les Mark 4, avec des blindages extrêmement en pointe, très, comment dire, très plat. C'est vraiment presque des disques, hein, des oboles comme ça, vraiment. C'est assez, je pense que ça doit être des véhicules qui sont extrêmement, en tout cas au niveau des tourelles, ça doit être extrêmement difficile de les endommager. Et autre chose, à l'arrière, si je dis pas de conneries, ils ont un petit compartiment pour que quelques hommes de combat. Donc ils sont toujours entourés ou toujours en capacité d'avoir une défense rapprochée assurée par de l'infanterie. Donc c'est vraiment un modèle très particulier à Israël, qui est à la fois, voilà, et puis qui est prévu aussi pour faire du combat en rue, dans les rues, puisque bah, ça a été dans la bande de Gaza, quand il y a eu le Liban, tout ça, c'était des combats contre des miliciens dans des rues, contre des RPG-7, donc voilà, ça aussi c'était important. Et vraiment, ils ont vraiment une gueule particulière et c'est vraiment des chars, oui, qui sont, je pense, extrêmement bien blindés. Ensuite, vous avez le Leclerc. Le Leclerc, c'est ce qu'il a apporté. Qu'a-t-il apporté? Je dirais en Occident le chargeur automatique, la capacité de tir en mouvement. Pas de, voilà. Donc en théorie, le Leclerc peut engager 6 cibles distantes de 1500 à 2000 mètres en 30 secondes. Je ne sais pas si vous remarquez et si vous faites la jonction avec War Thunder. Je répète, 6 cibles, 6, de 1500 à 2000 mètres en 30 secondes. Donc vous me calculerez le temps de rechargement. En 30 secondes, avec une probabilité de toucher à 95%. Donc c'est pas la balistique des chars russes. Hein. Capacité qui lui aurait permis théoriquement de combattre en infériorité numérique face aux myriades de tanks alignés par le pacte de Varsovie. Pur produit de la guerre froide, le char Leclerc est donc à même d'engager tous les MBT ennemis à 1 contre 6. Néanmoins, le char français, misant sur le tout technologique, a mis assez longtemps à fiabiliser tous ces systèmes. Revers de son extrême sophistication, ça c'est un peu ce qu'on reprochait aux chars allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est pour ça que moi je plaide dans le vent, parce que personne, voilà, c'est en tant qu'amateur de blindés, moi je plaide pour une certaine rusticité, parce que à faire des trucs trop modernes, genre les mecs qui te disent demain le char 100% avec une vision virtuelle. Ok, d'accord. Que des caméras. Je sais pas, mais au bout de 30 secondes, quand tu seras reçu 300 cartouches, 300 balles, des obus, des éclats d'obus de tous les côtés, tes caméras, elles seront un peu niquées, et en gros, tu auras un superbe menu où tu verras rien,
Et si t'as pas d'autres moyens d'observation, t'es obligé de sortir la tête, bah t'es mort, hein, voilà. Donc je trouve que ce système de dire d'avoir des blindés qui sont à 100%, voilà, qui comptent à 100% sur une vision virtuelle de leur espace, je trouve ça vraiment très très con. Parce que c'est vraiment penser qu'à la guerre, tu reçois rien. T'es comme ça dans un univers où tu vas rester intact pendant des heures et où tu pourras avoir l'œil sur ta petite caméra. Et ça me rappelle un article que j'avais lu sur une revue de... Enfin, j'avais réussi à dégoter une revue de l'OTAN, là. Et l'article s'appelait, c'était en anglais, et ils sont morts en regardant leurs écrans. Et donc, c'était à l'époque où on commençait à mettre des caméras dans les chars et dans les systèmes, dans les VTT, tout ça. Et donc, en gros, ils avaient mis une brigade mécanisée, entre guillemets, moderne, avec des mecs, là, comme ça, dans leur char. Et les mecs, ils étaient tous focalisés sur leur écran, comme ça, et ils avaient demandé à des commandos, des mecs, des spécialistes de l'infiltration, de les niquer. Bah, les mecs, ils étaient arrivés discrètement, rampant, en bougeant pas quand ils savaient qu'ils s'arrêtaient pour observer. Et à un moment, ils ont zigouillé tout le monde, quoi. Donc ce mythe, et ça, ça relève bien de cette vision un peu américaine du tout technologique, mais qui est aussi, on va dire, quelque chose qui est très très prégnant dans la culture occidentale, on va dire. Même les Russes commencent à s'y mettre en faisant la publicité du T-14 en disant voilà, le mec il est dans sa bulle, il ne voit que via des caméras. Ça montre un petit peu qu'ils oublient ce que c'est que... Enfin, moi je parle ça, j'ai jamais été me battre, et je me battrai jamais, hein. Mais comme j'ai lu pas mal de récits, et c'est que les mecs, il faut quand même regarder un petit peu ce que tu as autour de toi. Et si tu ne fais confiance qu'à de la technologie, tu risques d'être très déçu. Et c'est le cas pendant les guerres du Vietnam où les mecs ils ont utilisé de la technologie à tout va et ils se sont fait niquer par des mecs qui avaient une Kalachnikov et trois grenades à manche, quoi. Donc voilà, faut quand même faire attention. Donc voilà, revers de son extrême sophistication, il n'a enregistré qu'un seul succès, les Émirats Arabes. Ouais, en fait, un succès qui a failli coûter la vie à l'entreprise, tellement ça a été en fait une arme. Enfin, c'est là qu'on voit que les acheteurs ou les vendeurs de boîtes publiques sont des nazes, hein. Enfin, franchement, moi quand j'ai travaillé, voilà, des acheteurs informatiques, mais moi, j'aurais jamais acheté des trucs. Ils achetaient les plus mauvais micros aux tarifs les plus chers. Je ne sais pas comment ils font, alors que n'importe quel gland, je veux dire, qui s'intéresse un peu à l'informatique, aurait acheté des bons micros à moitié de prix, quoi. Bon, enfin bref, c'est une spécificité des achats publics, on va dire. On a vraiment des crétins. Mettez quelqu'un du privé à qui tu lui donnes un budget, tu lui dis je veux en tirer le maximum, il optimisera un petit peu mieux ses achats. Voilà. Donc voilà, dans l'attente de la... Voilà, donc moi c'est sûr, et puis voilà. Et ensuite, le futur des MBT, la fin des MBT, donc la fin des MBT, on va dire que c'est une question redondante qui revient très souvent sur le tapis, sauf qu'effectivement, c'est Chassillard, Marc Chassillard, qui est le papa du Leclerc, qui avait dit que quand on regarde les conflits modernes, il y a des chars de tous les côtés. La Syrie, la Turquie, tout le monde utilise des chars, avec plus ou moins de succès, mais en tout cas tout le monde les utilise. Et ils sont toujours en fer de lance d'attaque importante, et donc c'est quelque chose qui est pas prêt de disparaître. Voilà. Donc les programmes, bon pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'armement, c'est le MGCS, le Main Ground Combat System, Main Ground Combat System, donc franco-allemand. Alors est-ce qu'il sera étendu à d'autres pays comme la Pologne, l'Italie, l'Espagne? Pour l'instant, je ne pense pas parce que on va dire que déjà que c'est difficile de se mettre d'accord sur les deux principaux participants, à savoir la France et l'Allemagne. Euh, voilà. Parce que c'est pas simplement, on va dire, sur la fiche technique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de ce blindé, parce que je suis persuadé que les Allemands et les Français n'ont pas du tout le même point de vue,
hein. Les Français auront un point de vue opérationnel, les Allemands auront un point de vue parade, hein, pour faire de l'exercice. Ok, d'accord. Voilà. Et, euh, et les Français ont une vision beaucoup plus moderne, ils veulent vraiment passer à quelque chose de plus nouveau. Donc ils parlent de drones, ils parlent de canons un peu modernes, enfin de systèmes très infocentrés comme on dit, c'est-à-dire que en fait le char on va avoir toute une architecture informatique qui va commander soit des missiles non-loss, c'est-à-dire non-line of sight, hein, ça veut dire des missiles qui vont être tirés, on ne voit pas la cible, mais c'est la tête du missile qui sera dotée d'une caméra ou d'un système de détection quelconque qui ira taper une cible qui ne sera pas en vue directe. Donc ça sera, le char aura des capacités de destruction en tir indirect. Il y a aussi le fait que la surveillance et on va dire la protection rapprochée, voire même l'autodéfense du char, sera faite peut-être par des drones. Il y aura des protections actives, il y aura des protections passives. Les Allemands, eux, ils veulent faire un Léopard 3. Et donc un truc basique, et c'est pour ça que moi j'ai des craintes, c'est que comme on a eu un échec pour enfin, entre le Léopard et la MX-30, puis ensuite un autre programme franco-allemand, et puis ensuite l'échec pour le programme germano-américain, c'est que chacun part dans son coin. Voilà, avec les Allemands qui vont faire un programme qui n'aura rien de révolutionnaire, et marquant en cela le conservatisme allemand, parce que voilà, bon. Et les Français qui vont se lancer dans un truc peut-être un peu trop chiadé, mais hop, 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 voilà, mais qui permettra normalement d'avoir vraiment quelque chose de moderne. Voilà, donc là il parle des tanks chinois, et donc la question qui se pose, c'est ce que je vous parlais de char léger, donc il parle du type 15, projeté facilement. Le futur des MBT passe-t-il par une mise en service des blindés légers et moins coûteux? Donc voilà, c'est celui qui est en bas, voilà, là, de ce côté-là. Donc ensuite vous avez le tout nouveau, une simple maquette char nord-coréen, mais enfin les nord-coréens généralement c'est toujours du pipeau, hein, c'est des T-55 sur lequel on rajoute quelque chose et puis il dit c'est un nouveau char. Le char T-14 Armata, le très trop classique char Altair russe, turc, pardon, qui en plus au niveau, c'est moteur coréen, canon, enfin non, le moteur est allemand, le canon doit être coréen, donc pareil, hein, si on retire tous les trucs importants de turc, je sais pas ce qu'il y a. Et puis ensuite, il y a la conclusion, voilà, donc cette conclusion, je vais juste vous lire la petite. Donc ces 20 chapitres montrent l'évolution des chars de combat depuis leur naissance, dans la boue des tranchées. Chaque engin présenté permet de présenter cette classe d'armement, de progresser, confirmant ou infirmant une avancée technologique. Progressivement, le tank se métamorphose, passant de la machine bruyante ayant destinée à combattre à vue de 1918 au MBT, Main Battle Tank, donc filant à plus de 70 km/h et capable de détruire une cible à 3000 mètres du 21e siècle. Petit retour sur 100 ans d'évolution, pardon. Voilà. Et donc là, il y a quelques photos sur des véhicules de combat, on va dire, c'est le Vicre qui est BMP3, l'Ouran 9, voilà, donc on va dire tout. Et il y a aussi un petit truc de Nexter en avant-première, vous allez pouvoir vous regarder. Alors, le truc de Nexter, c'est celui-là, c'est le grand là, c'est marqué dessus, Nexter, voilà. Donc, comme d'habitude, quelque chose de super intéressant pour qui s'intéresse un petit peu aux blindés. Voilà. Alors après, on n'est pas forcé, on ne peut ne pas partager leur opinion. Par exemple, pour le M1, moi je trouve que le M1, si sa seule avancée c'est d'avoir donné au char américain un char digne de ce nom, ok, mais
pour le monde, c'est quoi l'avancée? Parce que pour moi, une avancée, c'est que ça doit faire progresser le domaine des blindés. Si c'est simplement que les Américains ont un char qui est à la hauteur de la taille du pays quand même, hein, parce qu'avant ils avaient juste des grosses merdes qui étaient incapables de faire quoi que ce soit, bon, ok, c'est peut-être une avancée, mais pas pour moi. Voilà. Alors par contre, que si on parle des T-55, T-72, le T-72 c'est devenu le char mondial. Voilà. Aujourd'hui, toutes les armées des ex-pays de l'Est, que ce soit la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, tous ces pays-là, ils ont toujours un parc de T-72 et ces T-72 ont été modernisés, mais c'est des T-72. Tous les pays de l'Est ont des T-72. Il y a plein de pays d'Amérique du Sud, c'est des T-72. Enfin, le T-72, c'est le char mondial. On parle de succès à l'export du Léopard, mais le vrai succès à l'export, c'est quand même le T-72 qui a été produit, mais à je ne sais pas combien de versions. Et ça se voit dans War Thunder, où vous avez littéralement, on va dire, une tripotée de T-72, et heureusement qu'ils ne nous mettent pas les variantes tchèques, bulgares, voilà, où chaque pays avait son T-72. Donc c'est, voilà, pour moi ça c'est des chars qui ont été révolutionnaires dans le sens qu'ils se sont devenus, on va dire, des référents mondiaux. Voilà. Merkava c'est vraiment une exception parce que le Merkava c'est israélien 100% et je pense pas qu'il ait été exporté. L'AMX-13, bon, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est un acte politique et en même temps, ça signe la véritable renaissance de l'industrie française dans le domaine des blindés, qui sera suivi après par l'AMX-30 et le Leclerc. Voilà, donc moi, c'est quelque chose qui est intéressant. Enfin, bref, TNT, c'est cette revue, moi je l'aime beaucoup, et je trouve qu'elle est vraiment très très sympathique. Voilà, c'est tout pour le moment, mais on se retrouve quelques secondes, j'ai une petite surprise, un petit déballage de dernière seconde. Donc, avant que je commence la vidéo, j'ai eu un petit coup de sonnette là à la porte de l'appartement, et j'ai eu la surprise de voir un petit livreur de Chronopost, donc qui m'a livré quelque chose que j'attendais, et je voulais vous le montrer un petit peu pour rigoler. Donc, tout le monde, je l'espère, ou je le suppute, a eu dans sa jeunesse un couteau qui s'appelle Opinel, un couteau à virole, donc l'Opinel numéro 7, en orange, évidemment. Donc voilà. Un petit couteau qu'on peut qualifier de d'EDC, à savoir un couteau everyday carry, c'est-à-dire un couteau qu'on peut emporter sur soi tous les jours. C'est un couteau qui s'ouvre à deux mains. Voilà, alors là, hop, je le montre bien. Vous voyez, il y a une encoche pour ouvrir. Et donc c'est à cran forcé. Et en plus, là, il est à 4, il y a 4 crans, donc il est assez dur à ouvrir. Et il se ferme plutôt difficilement. Donc il s'appelle Manly Wasp. La marque c'est Manly et le modèle c'est le Wasp frelon. Donc voilà, encore en orange. Et enfin un dernier, alors là c'est plutôt un gadget. Je l'ai acheté parce que je n'ai jamais eu de couteau de ce style là. Alors clairement c'est pas un couteau, enfin autant l'Opinel, normalement on n'a pas le droit d'avoir de couteau sur soi en France, mais moi quand je vais dans l'Aveyron, dans le voilà, là où est ma famille, là, côté paternel, tout le monde a un laïeul dans la poche, hein, que ce soit le cousin au grand-père ou aux oncles, il n'y en a pas un seul qui n'ait pas son laïeul. Quand vous allez en Savoie, tout le monde a son Opinel. Et on va dire que ces deux couteaux de poche, les policiers seraient bien emmerdés s'ils devaient leur dire aux gens de les confisquer. Donc en fait, voilà, on va dire que ça, c'est des choses qui sont, on va dire, culturellement acceptées. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les fameuses EDC. Donc ce style de petit couteau, il a l'air grand, mais en fait, vous voyez, hop, je le tiens dans la main et j'ai pas une grosse main. Donc c'est quelque chose qui est accepté. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose qui n'est absolument pas accepté.
Donc, vous voyez, la marque c'est AKC. Et donc là, bah, hop, je vais essayer de le montrer en direct. Attention. Aïe. C'est ce qu'on appelle un couteau automatique, mais il est assez dur. Voilà, donc c'est un couteau à ouverture automatique et qui se ferme automatiquement aussi. Voilà, donc ça clairement, c'est pas le genre de truc qu'on se balade avec en ville, ou en tout cas pas de manière ostentatoire, puisque vous avez quelque chose qui vous permet de l'accrocher à la ceinture. Mais voilà, donc je ferai des petites vidéos sur ma petite collection, donc sur les différents couteaux que j'ai, mais et puis sur les styles, parce que le monde du couteau est quelque chose d'assez compliqué que j'ai redécouvert il y a peu de temps, et voilà qui est un voilà donc la boîte du Manly. Hop, et là c'est marqué effectivement Wasp avec l'acier. Je vais y arriver comme ça. Voilà, le type d'acier. Donc voilà, c'était juste pour le rigoler et puis vous montrer une autre partie, une autre de mes petites collections, de mes petits dadas, les couteaux. On va dire essentiellement orange. Mais il y a des couteaux que j'aime bien, ou des formes de couteaux que j'aime bien, que je n'ai pas en orange, mais dans d'autres couleurs. Et je vous montrerai par exemple un couteau qui n'est pas en orange, mais qui est un très très beau couteau. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao ciao. Non, c'est sur le petit bouton qu'il faut